même si ont déjà existé des esquisses de machines à traduire dans les années 30, ou inversement, que les travaux n'ont jamais cessé complètement en traduction automatique, même aux États-Unis après le rapport de l'ALPAC en traduction automatique, est revenu depuis les années 1990 un secteur florissant du traitement automatique des langues, on peut dire qu'on a affaire, alors si on parle de période en termes de début, milieu et fin, on a affaire à une période courte, 1949-1966. Alors je vais repartir là-dessus, bien sûr, c'est mon étude de cas sur période, périodisation, période. On a 15 ans là, qui est début, milieu et fin. Cette structuration d'une période en début, milieu et fin repose en fait sur 3 rapports qui ont institutionnalisme, parce que cette affaire est institutionnelle, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a eu un début où on a lancé la traduction automatique avec beaucoup de moyens. Ensuite, il y a une fin où on a arrêté les moyens. On a évalué, on a dit ça marche pas, on arrête tout, avec des rapports et des institutions là. D'accord? Donc il faut quand même savoir que, et là ça rebondit sur la question de Sylvie Mellet, c'est évident qu'à partir de ce moment-là, l'institution est extrêmement importante. Alors ces rapports, c'est pour ça que d'ailleurs dans mes documents, je vous ai simplement donné ces rapports. Le premier en entier, le mémorandum de Weaver, de 49, le rapport d'Ibar-Hillel, publié en 1960, dont j'ai donné que des petits extraits, parce qu'il fait 63 pages, je crois, 73 pages, et le troisième qui fait 144 pages, vous avez effectivement aussi que des petits extraits, mais simplement pour vous donner un peu, parce que je commenterai un petit peu, une idée de comment c'est fabriqué. À partir du moment où on définit la traduction automatique comme une technologie, qui a pour objectif de faire traduire un texte d'une langue dans une autre par un ordinateur, et que Weaver, qui était donc l'auteur de mon premier rapport, en grand maître d'œuvre du développement des sciences au niveau institutionnel, je reviendrai là-dessus, a mis en place des équipes pour commencer des expériences, a organisé leur financement. Oui, on peut dire qu'il y a eu un début. Le fait que 2 rapports successifs, les 2 autres, Bar-Hillel et l'ALPAC, ont recommandé de mettre fin à ces expériences jugées coûteuses et inutiles, ce qui a provoqué l'arrêt des financements et la dissolution des équipes, oui, on peut dire qu'il y a eu une fin. Je répète, mais enfin bon. Alors, les acteurs qui ont décidé ce début, cette fin, sont américains, mais, alors on verra, cette périodisation a eu des effets sur l'ensemble des travaux du monde, et ceci est sans doute aussi un inédit, comme, je pense, l'existence de ces rapports, qui, c'est vrai que dans l'histoire des sciences du langage, des décisions institutionnelles ont déjà contribué à des arrêts. On sait bien, parce qu'effectivement, la Société de linguistique qui a interdit de travailler sur l'origine des langues et des langues universelles par la même occasion. Mais là, il s'agit de rapports émanant d'institutions et qui en plus financent. Donc là, je pense qu'on inaugure une ère comme ça, à ce moment-là. Alors, les questions qui se posent, c'est est-ce qu'on peut parler, je l'ai dit, de périodisation sur un petit laps de temps aussi court, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Comment ce raccourcissement de l'histoire, est-ce qu'il y a histoire, est-il possible, est-ce qu'on n'est pas en plein présentisme de dire ça? Alors, je signale qu'encore maintenant, on parle de ça, mais bon. Est-ce que une périodisation peut être déterminée par les acteurs eux-mêmes? Parce que ce sont les acteurs de la traduction automatique qui ont décidé le début, la fin. Est-ce que, même si la fin d'un domaine est proclamée officiellement, évidemment, est-ce qu'il est réellement arrêté? Alors, le fait que je vous ai dit que, encore, le 23 juin 2009, un grand responsable de traitement automatique des langues dit là, il y a une légitimité, un déficit de légitimité du TAL depuis le rapport de l'ALPAC, vous voyez bien que, quelque part, on est toujours dans une certaine continuité, enfin au moins dans la représentation qu'ont les gens. Bon. Comment une période aussi courte et un changement de mode d'organisation institutionnelle aussi brutal, puisqu'on va avoir des groupes qui vont se mettre à travailler, des groupes qui vont arrêter de travailler, s'inscrit dans l'histoire des sciences du langage? Est-ce qu'il aura des effets à long terme? A-t-on affaire à une cassure de l'horizon de rétrospection, comme signalait Sylvain? Alors, un des problèmes d'initier un domaine de recherche par une décision brutale, c'est qu'il faut le légitimer. Alors, je reviendrai avec ça dans Weaver, mais
ce déficit de légitimité va s'accroître d'ailleurs de la façon dont Weaver va concevoir la traduction automatique et va évidemment encore s'accroître quand le domaine va être jugé inutilement coûteux et qu'on va le supprimer. Les acteurs de cette période se sont sentis obligés de s'auto-célébrer en permanence avec un souci constant de légitimation même avant le rapport de l'ALPAC. Dès 1955, donc on est 6 ans après les débuts, en 1949, il y a déjà des auto-célébrations et sous l'intitulé pompeux d'historique. On fait l'historique du domaine dans les introductions de colloques, d'ouvrages collectifs. Et là-dedans, ce sont des bilans perspectives du genre qu'est-ce qu'on a fait, voilà comment c'est beau, voilà comment on va continuer. C'est pas du tout l'histoire. Bien entendu, jamais on ne dit que la traduction automatique, les problèmes par exemple de calculabilité, de langage universel, enfin de langue universelle, enfin tout ce que pourrait, disons, tout ce qu'il pourrait y avoir derrière l'idée qu'on pense à, enfin, qu'on puisse automatiser la traduction, enfin, tout ce qui peut y être derrière, c'est jamais évidemment ça. C'est l'histoire de 6 ans, c'est 6 ans, voilà. Et ces textes donc qui apparaissent dans les années 50, il y en a déjà 3-4 avant le rapport de l'ALPAC, sont encore tout à fait actuels. À l'heure actuelle, ça a connu un regain vraiment d'un pic de nouveau d'auto-histoire comme ça ou d'auto-célébration dans les années 1990, pour légitimer les études sur corpus informatisé. Et évidemment, dans ce cas, le travail de l'historien est totalement non seulement inintéressant, mais inutile, puisque même font leur histoire, parce qu'ils prétendent qu'ils font leur histoire, d'accord. Donc on a, donc évidemment, même contrairement à d'autres sciences qui trouvent absolument inintéressant et inutile l'histoire de leur domaine, ici ils le font. Alors je vois vraiment pas pourquoi. J'aurais évidemment un certain nombre d'anecdotes à vous raconter de mes déboires dans ce cadre, mais bon, c'est pas le lieu ici. Bon, donc Weaver est le début. Alors, il faut bien voir que la traduction automatique est apparue aux États-Unis dans le sillage des sciences de la guerre. Alors, je reprends ce terme à Pestre dans un ouvrage de 2004 et qui en fait qu'il a élaboré, et je vais prendre un peu son analyse pour dire ce que c'est que les sciences de la guerre. Alors, c'est dans les années 1940-50. Alors, vous voyez que déjà la périodisation est un peu différente des historiens qui font de la guerre et puis l'après-guerre, 45. Là, c'est effectivement 40-50, c'est la guerre et un peu d'après-guerre. Et 49, c'est dans cette zone-là. Alors, ces sciences de la guerre, comment elles se caractérisent? Elles se caractérisent par le fait qu'on efface les frontières entre science et engineering, et l'ingénierie. Et qu'on voit les meilleurs mathématiciens qui deviennent des ingénieurs, comme John von Neumann, par exemple, qui était un mathématicien, très reconnu comme mathématicien, qui se met à travailler sur les ordinateurs numériques. Ou inversement des ingénieurs, comme Claude Shannon à la Bell, qui est un ingénieur de télécommunications, qui devient concepteur de systèmes et traitement du signal. C'est une culture de l'urgence et de la croyance que la technique alliée à la science peut tout résoudre et à l'origine de tout progrès. Et les physiciens, mathématiciens, logiciens, biologistes, économistes et autres universitaires, ce sont des universitaires, se retrouvent avec, grâce à la guerre, des possibilités financières illimitées et des moyens qu'ils n'avaient absolument pas avant. Et qui libèrent donc des possibilités de mettre en œuvre extrêmement de projets. C'est une démarche opérationnelle, à l'instar des opérations militaires, ces scientifiques ingénieurs ont généralisé une démarche commune, définir précisément l'objectif, qui doit être unique, et on doit pouvoir suivre et mesurer la réalisation, créer un groupe d'intervention décidé, regroupant toutes les expertises possibles pour attaquer le problème, décortiquer la situation en combinant hardware, enfin bon, donc la partie machine, enfin matériel, et software, les logiciels, sciences dures, sciences de l'ingénieur et sciences sociales. Cette interprétation entre scientifiques et ingénieurs en retour a conduit au développement d'outils matériels, dont les ordinateurs, évidemment c'est beaucoup plus général, mais ça. On note encore une autre caractéristique, c'est l'omniprésence de l'État.
on assiste à une nationalisation des sciences au XXe siècle, d'abord dans les années 30, ça s'accélère en 45 avec la création, bon c'est au niveau international, puisqu'on a la création du CNRS, etc. Mais aux États-Unis, puisqu'on est là, cette nationalisation des sciences se caractérise par une pénétration massive des institutions d'État dans les lieux traditionnels du savoir, en particulier par le financement croissant de la recherche par les militaires, et recherche qui avant-guerre était financée par l'industrie. Donc on a vraiment l'État qui est le bailleur de fonds et le grand maître d'œuvre. Alors Weaver là-dedans. Warren Weaver, 1894-1978, est une figure tout à fait centrale dans le développement de cette culture scientifique de guerre. Il est mathématicien à l'origine, spécialiste des probabilités, mais il est aussi passionné d'ingénierie mécanique et électrique. Il enseigne d'abord les mathématiques, mais en 1931, et jusqu'à la fin de sa carrière, il est nommé directeur de la division des sciences naturelles de la Rockefeller Foundation. Et il promeut des programmes de recherche en biologie expérimentale et moléculaire, à la fois aux États-Unis et en Europe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est invité à faire partie du MIT, qui est le nœud, le noyau central de la machine de guerre, des sciences de la guerre, pour développer donc un certain nombre d'offices qui comprennent, bon, je passe un petit peu, mais il est chargé de la défense antiaérienne, qui est extrêmement financée et qui est absolument centrale. Il crée un groupe de mathématiciens, d'une centaine de mathématiciens, pour effectuer des études exigées pour l'effort de guerre et de défense dans des domaines aussi variés, alors il y a très, très variés, dont les ordinateurs, la programmation, les statistiques, la cybernétique, issus des systèmes de défense. Je donne que ces éléments-là puisque c'est ceux qui vont être proches de notre traduction automatique. Après la guerre, en 1945, il retourne à la Rockefeller Foundation et il fait partie d'un nombre incalculable d'institutions, de bailleurs de fonds, la NSF, National Science Foundation, un autre organisme, des organismes militaires comme la Naval Research Advisory Committee. Donc c'est un personnage extrêmement influent, très puissant, totalement imprégné de l'idéologie de sciences de la guerre, je ne sais pas si on peut parler d'idéologie, et il est membre fondateur de la Rand Corporation, qui est le premier think tank d'après-guerre, fondé par l'US Air Force, qui regroupait aussi des logiciens, mathématiciens, économistes, et qui est au cœur de la culture scientifique de guerre et d'après-guerre. Ça serait trop long de vous donner des éléments sur la Rand Corporation. Disons simplement que ce qui est au cœur de la Rand Corporation et qui va nous intéresser, c'est que la Rand avait pour but d'éliminer le travail humain par l'automatisation généralisée et qu'au centre de cette automatisation était l'algorithmisation et le calcul. D'accord ? Donc on doit être au centre de notre affaire. Or, une des grandes affaires de l'après-guerre, c'est la guerre froide, bien entendu. La guerre froide prend le relais de la guerre chaude. La compétition avec les scientifiques avec les soviétiques, évidemment, au cœur de cette guerre froide, et la traduction des textes scientifiques russes en anglais, évidemment, occupe une place cruciale. Donc, automatisation de la traduction est un objectif et totalement dans le cadre, enfin l'idéologie de la Rand Corporation et de toute cette science de la guerre. Donc, définition d'un objectif unique, la traduction automatique, production en série, mise en œuvre de moyens humains, techniques et colossaux pour réaliser les objectifs, et en privilégiant les solutions formelles et aux solutions humaines. Alors, Warren River, au moment où il écrit son mémorandum en 1949, emploie les grands moyens. Il envoie un exemplaire de son mémoire à 200 personnes très influentes, son projet de traduction automatique sur lequel je vais dire ce qui se passe. Je vais un peu m'attarder. Ils savent évidemment, ces 200 personnes, que s'ils se lancent dans l'affaire, ils seront soutenus, c'est-à-dire qu'il y aura des groupes, il y aura des financements. Et au début, enfin dès 1949, il y a 3 universités américaines qui créent des groupes de traduction automatique, dont le MIT, où Barry Lell va être embauché en 1951 comme premier chercheur à plein temps de traduction automatique. Les financements de la traduction automatique viennent de l'armée, l'US Air Force, la CIA et la National Science Foundation. Alors le mémorandum de Weaver. Alors, un des problèmes de la traduction automatique conçue
par Weaver, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre traduction humaine et traduction automatique. La traduction automatique, comme je l'ai dit, est une technologie produite des sciences de l'ingénieur, alors que la traduction était une affaire de traducteurs et qui n'étaient ni des ingénieurs ni des scientifiques. Alors, la traduction automatique semble sortir de nulle part. Mais en fait, Weaver va concevoir sa traduction automatique à partir de son propre horizon de rétrospection, si je peux dire, c'est-à-dire, pas la linguistique bien sûr, mais les sciences pour l'ingénieur. Donc on retrouve les mathématiques, la statistique, les probabilités, notamment les travaux de Shannon sur la théorie de l'information, investis déjà dans la cryptographie pendant la guerre, vont être appliqués à la traduction automatique. Et la traduction va être assimilée à un décodage, même si c'est plus ou moins métaphorique, mais il dit bien 2 fois dans son texte, un livre écrit en chinois est simplement un livre écrit en anglais et codé en code chinois. Si on a résolu tous les problèmes de cryptographie, pourquoi ne pas résoudre ceux de la traduction? Deuxième aspect de cet horizon de rétrospection, la logique et la cybernétique. Il fait l'hypothèse que le théorème de McCulloch et Pitts, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, de 1943, permettrait de traiter les problèmes de traduction par un ordinateur. Le troisième aspect de cet horizon concerne des hypothèses sur la traduction des langues, quand même, on traduit des langues. Et là, il propose, enfin, il raconte, c'est la chose qui apparaît au début de son mémoire, c'est qu'il a rencontré Reichenbach pendant la guerre et qu'il fait l'hypothèse qu'il existe, après discussion avec Reichenbach, qu'il existe des invariants logiques et des propriétés statistiques universelles entre les langues et que la traduction entre 2 langues ne peut se faire mot à mot, mais seulement à partir d'une langue ou grammaire universelle. Là, il y a une espèce d'ambiguïté entre les deux termes, non encore découverte, qui demande un travail important sur la structure logique des langues. Il cite à ce moment-là Carnap, Pajoukevix, mais enfin, on voit qu'il n'a aucune culture dans le domaine, mais il construit quelque chose sur traduction automatique. Ces arguments, disons que des arguments qu'il développe en faveur des universaux dans les langues sont vraiment plus ou moins exotiques. On voit qu'il glane de droite à gauche, mais je ne vais pas sur l'origine des langues, Muller, les interjections, les onomatopées. Enfin, vraiment, il y a un peu tout qui arrive. C'est assez impressionnant. Si jamais vous lisez le texte, vous verrez. Bon. Alors, la question, c'est que Weaver reconnaît d'emblée certaines limites de la traduction automatique. Et ces limites, au fond, ces défauts, vont devenir des défauts, des failles intrinsèques, qui ensuite vont conduire, à mon avis, à sa perte. C'est-à-dire, comment peut-on admettre des défauts dans une technologie? Une technologie ne marche pas. Parce que c'est ça qu'il dit d'abord. Bon, d'abord, elle est limitée, on ne traduira pas les textes littéraires dans la mesure où il y a des éléments illogiques dans le langage, l'intuition, l'émotion, et donc on doit être pessimiste concernant la traduction littéraire. Bon, c'est une limite. Les autres limites sont plus ennuyeuses puisqu'il s'agit de dire qu'une traduction parfaite est impossible. Donc c'est une technologie qui ne marche pas. Hein. On ne peut pas avoir de traduction parfaite. Mais heureusement, comme les textes scientifiques sont plus simples à traduire, moins ambigus, comportent moins de polysémie, la traduction ne sera pas parfaite, mais les scientifiques pourront avoir à leur disposition une traduction approximative, grossière, mot à mot, qui doit pouvoir suffire pour un usage pratique. Donc, au moins, les scientifiques peuvent sélectionner les articles qui vont demander une traduction humaine. Les erreurs sont acceptables, dit-il, on peut avoir 5 ou 15% d'erreurs, dans le cadre d'un usage pratique. Ça n'empêchera pas les scientifiques de comprendre les textes. Alors cette question d'erreur effectivement est extrêmement importante parce que comment on peut définir a priori un taux d'erreur? Parce que comment on peut dire il y a 5% d'erreur sur une traduction? Enfin, je veux dire, il peut y en avoir 15-20 à moins de refaire la traduction humaine. Et en fait, ça, c'est toujours mis en avant par les acteurs du TAL actuellement, hein, que un programme de TAL a toujours une certaine proportion d'erreurs. Et d'ailleurs, elle augmente, on a 15, 20%, 30%, mais peut être tout à fait admis. Ce qui est tout à fait curieux pour quelqu'un comme Weaver, parce que quand il était en train de développer, de développer des guides missiles ou des radars, s'ils ne marchaient pas, on essayait de les perfectionner, ou alors on les mettait pas en route. Enfin, c'est très très curieux comme position. Donc ces limitations, en fait, vont introduire une espèce de biais déjà dans la conception de la traduction automatique. C'est une technologie, mais elle ne marche pas.
Alors encore le deuxième ensemble de failles, c'est le statut des linguistes et de la linguistique, je dirais. Dans le cadre de la culture scientifique de guerre dont je parlais, il n'y a pas de linguistique. Au MIT, jusqu'en 1964, il n'y a pas de département de linguistique. C'est-à-dire le premier thésard de Chomsky, en 1963, Robert Lee, a obtenu un PhD dans le cadre du Electrical Engineering Department du MIT. Ce n'est absolument pas, on l'a vu, la linguistique qui sert de référence théorique et méthodologique à la traduction automatique. Et quand Weaver pose des problèmes linguistiques posés par la traduction, les idiomes, la polysémie, l'ordre des mots, etc., les ambiguïtés, c'est pour les écarter aussitôt. Il dit, dans les textes scientifiques et techniques, ces problèmes sont limités, et si on n'arrive pas à les résoudre, c'est pas grave, ils peuvent être négligés. C'est son... D'ailleurs, dans les expériences de traduction automatique qui vont prendre le relais, dès 49, les problèmes linguistiques vont toujours être considérés comme non prioritaires à résoudre. Les problèmes principaux sont les problèmes qui sont des réels problèmes, effectivement, si on utilise des ordinateurs, parce qu'ils étaient très peu adaptés au traitement de données linguistiques. Donc la puissance des machines, les tailles mémoire, etc. Et la plupart des textes au début traitent exclusivement de ça. Même quand ce sont des linguistes, ils traitent de ça. Et les linguistes vont se retrouver en porte-à-faux, c'est-à-dire que avec la linguistique en cours, parce que étant donné la façon dont sont conçus les premiers programmes, ils sont conçus comme traitement données, sur le modèle finalement de l'ordinateur de von Neumann. Et les données, ce sont les dictionnaires notamment, les dictionnaires automatiques. Pour appliquer un dictionnaire automatique sur un texte, il va falloir faire l'analyse morphologique de ce texte pour apparier le dictionnaire. Or, la morphologie, c'est la grande spécialité des néo-bloomfieldiens. Ils ont fait ça pendant des décennies, et ils sont en train de le faire encore. Et or, les linguistes, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont été enrôlés, surtout les spécialistes de langue, il fallait bien pour traduire du russe en anglais ou d'autres langues, ont complètement écarté les acquis, disons les résultats, ou tout au moins ce que faisaient, sans les critiquer. C'est-à-dire, ce n'est pas dire ce truc ne marche pas, mais ça ne marche pas pour la machine. Donc c'est ça. Et tant pis. Tant pis si ça ne marche pas. C'est-à-dire, si ça coïncide, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Et nous, on fait notre propre morphologie. Alors, il découpe les racines d'une certaine façon, etc. Pour que ça soit traité par l'électronique. Mais effectivement, morphologiquement, ça ne tient pas debout. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune théorie qui est construite à partir de ça, et ça ne tient pas debout. Donc, en fait, voilà, dans le rapport de Weaver, alors Weaver paraît, vous verrez la petite note qu'il y a juste en bas, il se dit très naïf, très modeste, en disant c'est naïf, etc. Seulement, il met les moyens pour que ça se fasse. Donc, c'est une contradiction. Il y a quand même des failles intrinsèques qui introduisent un déficit de légitimité de la traduction automatique, ces histoires d'erreurs d'une technologie qui ne marche pas, imparfaite, et le statut de la linguistique, qui est même, il s'agit de langue, mais qui est complètement mise à l'écart en disant ça marchera quand même. D'ailleurs, les premiers, mais ça je ne vais pas insister là-dessus, les premiers qui ont vraiment commencé, c'était des Britanniques d'ailleurs, sont un cristallographe et un botaniste à faire de la traduction automatique, traduction mot à mot. C'est-à-dire qu'on voit que même c'est en dehors de tout, même du côté des sciences de la guerre, mais c'est un peu à part, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors en 52, il y a, bon, simplement je fais un peu un récit là, mais en 52, il y a un congrès où Bar-Hillel dit la traduction automatique entièrement automatisée, ce n'est pas possible. Focalisons-nous sur la traduction assistée par ordinateur, c'est-à-dire on aide par l'ordinateur les traducteurs. Mais arrive un moment où le grand tournant est pris en 54 avec la première démonstration sur ordinateur qui consiste à la traduction de quelques phrases du russe vers l'anglais, soigneusement choisies, et qui fait que ça marche, on donne les résultats prévus. Et donc, à partir de là, relais par la presse, etc., on dit, alors que Bar-Hillel disait 2 ans avant, ça marche pas, Weaver, enfin, on voyait bien que c'était pas, mais enfin, Bar-Hillel déjà avait dit, ça ne marche pas, en 54, et après 54, tout le monde va faire la traduction automatique. Les Russes commencent à en faire, en 54, et, Grande-Bretagne, un nouveau groupe,
la France commencera en 59, donc ça c'est tout à fait particulier, c'est très décalé. Mais enfin, il y a ce qui fait qu'en 1958, quand Bar-Hillel commence son évaluation, hein, donc même pas, c'est 9 ans après le début, première évaluation, eh bien, il y a 20 groupes de traduction automatique dans le monde. 12 aux États-Unis, 7 en URSS, 2 en Grande-Bretagne et un en Italie. Bon. Donc, le rapport Bar-Hillel. Alors, je ne vais pas retracer la biographie de Bar-Hillel, là, j'ai pas le temps, mais simplement, quand il était en Israël, c'est un Israélien, il fait une thèse sur la théorie des catégories syntaxiques, hein, à partir des travaux de Carnap. Et il fait de la philosophie des sciences, c'est un mathématicien, logicien, philosophe des sciences et linguiste. Bon. Quand il est donc embauché en 51, je l'ai dit, comme premier ingénieur, hein, comme premier chercheur à plein temps de la traduction automatique, il organise ce fameux colloque en 52 et en 53, il publie son premier grand article sur les grammaires catégorielles, hein, A Quasi-Arithmetical Notation for Syntactic Description. Et il retourne en Israël en 53 d'ailleurs pour poursuivre une carrière universitaire. Et après, il ne s'occupe plus de traduction automatique, du moins du point de vue institutionnel. Et puis, il est rappelé en 58 par la NSF, qui est un bailleur de fonds, pour faire un rapport qui d'ailleurs est assez ambigu. C'est pour étudier le traitement automatique des langues. Et ça inclut une évaluation des recherches en traduction automatique. Donc c'est un rapport assez ambigu, hein, c'est pas un rapport d'évaluation, c'est un rapport de recherche et d'évaluation. Et d'ailleurs, ce rapport, alors je trouve que c'est intéressant dans l'histoire des rapports institutionnels pour la linguistique, il fait les deux. Hein. Alors, c'est-à-dire que c'est un texte qui évalue les 20 groupes de recherche, qui propose des recommandations, qui a 3 annexes, dont l'une concerne les moyens financiers, c'est assez court, parce qu'en fait, il a peu de données, il y a plein de points d'interrogation, je crois que je vous ai mis une page pour que vous voyez qu'il y a des points d'interrogation, etc., c'est pas très fourni, ni très précis. Et puis, il y a 2 textes qui sont extrêmement importants, théoriquement. L'un qui dit la traduction automatique est impossible, à cause l'ordinateur ne peut pas comprendre, hein, c'est sur cette base sémantique, ne peut pas comprendre des connaissances, il lui faut des connaissances de sens commun et de contexte. Donc c'est une des annexes. La deuxième annexe, c'est on peut faire de la linguistique computationnelle, il ne parle pas du terme, hein, il dit simplement qu'on peut faire une syntaxe opérationnelle pour la traduction automatique, il appelle ça comme ça, et c'est un article qui est dans la suite de son fameux grand article de 53 sur les grammaires catégorielles. Là, il poursuit son travail d'élaboration de syntaxe formelle en adoptant cette fois-ci, en la déplaçant et en acceptant les critiques de Chomsky, et il intègre les transformations. Donc voilà, en 60, c'est ça. Alors, concernant la traduction automatique, hein, ce rapport qui n'en est pas un, l'argumentation est sans appel. 1. La traduction a suscité des investissements énormes en termes de moyens financiers et humains. 2. La traduction entièrement automatisée de bonne qualité est une illusion, un objectif déraisonnable, même pour des textes scientifiques, et il est dommageable que plusieurs groupes se donnent encore cet objectif. 3. Très peu de problèmes linguistiques ont été résolus et la plupart des problèmes les plus difficiles restent à résoudre. 4. Le seul objectif raisonnable pour la commercialisation de la traduction scientifique de bonne qualité, c'est la traduction assistée par ordinateur. Alors, il tient plusieurs types d'arguments, outre les 2 grands arguments théoriques dont j'ai parlé, c'est-à-dire sur la compréhension, et puis en poussant un peu son analyse automatique syntaxique, il y a 5 arguments contre pour mettre en évidence les défauts, hein, de la traduction automatique, telle qu'elle est conçue. Il soupçonne d'abord c'est le soupçon. Hein, il y a certains groupes qui commencent à bluffer, voire fausser leurs résultats. Ils sont aux limites de l'escroquerie. Donc, et effectivement, probablement que c'est vrai, parce que pour avoir des financements, il y a ce genre de pratiques se développent. Deuxièmement, il y en a qui disent qu'ils font de la traduction automatique, qui font que de l'analyse, au lieu de faire de la traduction automatique, ont des moyens et font de la syntaxe.
Et Harris est dans le collimateur, qui est un groupe de... évidemment, il a rallié Chomsky, mais enfin bon. Alors, il signale un problème, c'est que chaque groupe a tendance à recommencer à zéro. C'est-à-dire que on recommence les mêmes travaux et méconnaissent les travaux des autres. Alors effectivement, c'est un genre de choses qu'on retrouvera, les oublis des cours, qui se retrouveront dans les oublis des cours redécouvertes qu'on a en TAL, qui sont évidemment pas caractéristiques du TAL, mais qui dans le TAL ont des échéances de quelques années. On a vraiment des cycles oubliés. Là, depuis le début, c'est comme ça. Les gens ne font pas attention à ce que font les autres et refont la même chose. Bon. Et là, ensuite, Bar-Hillel se prête tout à fait au jeu de la rentabilité. Son argumentation est émaillée de calculs de coûts et la première phrase du rapport, c'est « Machine translation has become a multi-million dollar affaire ». Voilà. Donc on commence par des histoires de sous. C'est vraiment pas. Donc c'est un rapport extrêmement compliqué. Il est entre les bailleurs de fonds qui lui disent bon voilà il y a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Et deuxièmement un rapport où il est très partial lui-même puisqu'il pousse sa propre position. Bon. Et évidemment il critique les défauts que Weaver avait acceptés, le fait qu'on accepte des erreurs. Il dit ça c'est pas admissible. Pour lui, les erreurs sont dangereuses parce que la sortie d'une traduction automatique peut être entièrement grammaticale, faire sens et pourtant être erronée. Donc elles peuvent être dangereuses puisque les scientifiques vont comprendre autrement. Et donc il les refuse. En plus, il refuse de fournir aux scientifiques des traductions de bas niveau. Bon, c'est-à-dire que lui aussi, sur l'imperfection de la traduction, il est totalement contre cette position. Donc, on a ce que fait Bar-Hillel au fond, c'est quand même de marquer, d'indiquer tous les défauts de la traduction automatique. Bon. Ce n'est pas un vrai rapport d'évaluation. Donc, là, au moment de la réception de ce rapport, je pense qu'il a eu beaucoup d'impact au niveau des scientifiques, c'est-à-dire que Bar-Hillel étant quelqu'un de très considéré, mais qu'il n'a pas eu d'effet au niveau pratique, c'est-à-dire que les gens continuaient à travailler et à avoir des fonds. Alors, donc, c'est là que, 4 ans après la publication, est mis en place le rapport d'Alpac en 64. Alors là, c'est un vrai rapport, si je puis dire, et il y a 20 annexes concernant des expériences, des tests, des données chiffrées, pour évaluer la traduction automatique. Donc, le comité de l'Alpac lui-même a des moyens, les mêmes bailleurs d'affonds que la traduction automatique, d'ailleurs, la NSF, la CIA et puis l'armée, et ils vont entreprendre des expériences, des auditions, etc., etc. Alors, sur le nombre de traducteurs dans le monde, le nombre de traducteurs aux États-Unis, le coût d'un traducteur, est-ce qu'il est plus économique de faire le travail de frappe par les traducteurs ou par des dactylos, est-ce que les sorties brutes de la machine sont lisibles par les chercheurs, alors des tests même psychologiques, est-ce que la post-édition est meilleure des sorties par ordinateur est meilleure que celle fournie par la traduction humaine. Bon, je passe, mais c'est vraiment extrêmement. Enfin, ils font le travail, c'est-à-dire qu'ils s'appuient plus du tout sur ce que ont fourni les groupes, c'est-à-dire que Bar-Hillel, lui, il s'est appuyé sur les rapports qu'ont fournis les groupes de travail, plus quelques visites. Mais là, ils font eux-mêmes le travail, c'est-à-dire ils regardent, est-ce que la traduction est possible, ce qui est quand même assez extraordinaire comme type d'évaluation. On n'évalue pas le travail des autres, on regarde, est-ce que c'est une technologie qui est possible. C'est assez étonnant. Alors, les membres du comité d'experts, je vais très vite, sont des gens tout à fait de très haut placés et sont soit il y a quelques linguistes, il y a Rocket notamment, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui font partie de groupes de traduction automatique, il y a des gens de chez IBM, il y a des traducteurs, enfin, mais tout ça, effectivement, c'est extrêmement pensé aussi, c'est la composition de ce comité. Alors, l'argumentation du rapport dans ces recommandations, c'est la traduction est une activité économique et politique indispensable, qui doit être évaluée sur 3 critères, son coût, sa rapidité, sa qualité.
Enfin, la rapidité étant le moment entre la publication d'un article et sa traduction. Donc, il faut voir si il faut trouver une solution rentable, puisqu'elle est indispensable. On part de l'idée que l'anglais est estimé comme langue scientifique dominante, mais suivi de loin par le russe. Donc, il est nécessaire que les scientifiques américains puissent lire les textes russes, ou les articles qui viennent de l'Union soviétique. Alors, savoir si on fait traduire les textes par des traducteurs professionnels, on forme les chercheurs à lire le russe, on forme des étudiants pour fournir des textes approximativement traduits, on post-édite des sorties de traduction automatique. Donc, tout est envisagé, tout est testé. Et les conclusions sont les suivantes. Contrairement à ce qui a pu être dit, il n'y a pas de pénurie de traducteurs aux États-Unis. Au contraire, l'offre en traducteurs est plus grande que la demande. Donc le comité conclut que toute la littérature soviétique pour laquelle il y a une demande est traduite. La littérature scientifique sans post-édition, donc directement sortie de la traduction automatique, n'est pas lisible. La traduction elle-même assistée est plus chère que la traduction humaine. Donc le comité considère qu'il n'est pas utile de dépenser des sommes d'argent considérables pour mécaniser une petite industrie déjà économiquement en déclin qui utilise une force de travail inférieure à 5000 personnes. Voilà, point. On enterre. Alors, ce qui est envisagé de façon positive, c'est les aides à la traduction. Et là, il s'appuie sur des expériences qu'ils vont faire au Luxembourg et en Allemagne, parce que l'Union européenne est très en avance sur les aides à la traduction, les banques terminologiques, les glossaires. Donc, ils vont jusqu'en Allemagne et au Luxembourg voir un peu comment ça se passe. Et donc, c'est une des recommandations, c'est qu'il faut effectivement avoir ces aides à la traduction. Alors, là, alors, effectivement, qu'est-ce qui sort du rapport de l'ALPAC? Parce que quand même, il y a deux annexes, 18-19, on enterre la traduction automatique. Il y a deux annexes qui disent ce qui est à sauver, c'est la linguistique computationnelle, c'est-à-dire on va séparer les industries de la langue en quelque sorte, les banques terminologiques, les glossaires, les consultations de dictionnaires par automatique, même la publication, la PAO, publication assistée par ordinateur, tout ça est mis à part, c'est bien, on continue, et puis on sauve la linguistique en disant la linguistique computationnelle, c'est une nouvelle linguistique. Alors, dans la linguistique computationnelle, il y a beaucoup de choses. Il y a dedans, il y a ce qui intéressait Barry Hillel, c'était les problèmes d'algorithmique, par exemple, ou des choses comme ça, les grands problèmes de linguistique de grammaire formelle. Bon, là, on a ça. On a le rapport, les effets, les langages de programmation qui s'inspirent des grammaires formelles. Le contraire, les grammaires formelles qui s'inspirent des langages de programmation. Donc, on a des langages comme ça qui apparaissent, Algol 60, Commit, etc., qui sont... Et donc, on est vraiment dans le développement de la linguistique formelle. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi dans cette nouvelle linguistique? Alors, la nouvelle linguistique, c'est cette linguistique computationnelle qui va être nouvelle par rapport au néo-bloomfieldien. Alors, évidemment, là, on a un coup politique qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire on dit tout ce qui a été fait avant, on n'a pas compris qu'il y avait une structure profonde et une structure de surface, donc on adhère au test chomskienne. Chomsky a raison, la grammaire formelle sur laquelle ça va s'adosser, cette linguistique computationnelle, c'est Chomsky. On enrôle Chomsky, on arrime la linguistique computationnelle à Chomsky. Alors, je rappelle qu'en 64 et 66, enfin au moment de la publication du rapport, Chomsky est devenu quand même, a commencé à faire sa percée de façon vraiment très forte. C'est en 62, 1962, on dit que Chomsky, pendant le colloque de 1962, du 9e colloque des linguistes, a fait un coup de force avec bon, certains historiens parlent de ça, le coup de force de Chomsky en 62 pour occuper le terrain. En 64-66, on est dans la foulée de ça, et donc les autres s'arriment ou intègrent la grammaire chomskienne. Alors, Chomsky est effectivement, bon, on rentre dans l'histoire de Chomsky. Non, je veux dire que là, je vais pas commencer ça. Mais enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on est là totalement. Chomsky est au MIT en 55, a toujours nié qu'il a fait de la traduction automatique, mais il a été dans le truc de guerre. Enfin, je veux dire, les sciences de la guerre. Chomsky, il a commencé à faire des choses en travaillant comme ça. Bon, mais je ne vais pas commencer une autre histoire. Et on enrôle aussi Hockett, qui parle de la révolution informatique avec de nouveaux outils que représente l'informatique. Il dit, après la parole et l'outil, le levier, l'ordinateur constitue la troisième grande révolution de l'humanité. C'est le premier manipulateur puissant de symboles à l'extérieur de la tête humaine.
Voilà, donc ce rapport a effectivement eu des effets, c'est-à-dire qu'on a arrêté le financement des groupes de recherche en traduction automatique et on a donné des sommes coquettes à la linguistique computationnelle, où 3 groupes, 4 ou 5 groupes ont été sélectionnés. Donc en fait c'est quelquefois les mêmes, hein, mais enfin je veux dire c'est quand même, tout d'un coup on a déplacé l'activité de façon absolument brutale, financement, etc. J'arrive à ma conclusion. Donc, j'avais ma période courte, hein, 49-66. Alors, est-ce que c'est une période? On peut dire que c'est au moins un événement. Peut-être que l'événement, c'est pas l'alpac, mais c'est au moins toute cette création-là, à ce moment-là, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'on peut dire ça? Que il y a eu, évidemment, l'effet de l'institution est extrêmement fort, c'est là qu'on la voit. Et ça, pour la première fois, je pense en linguistique, c'est quelque chose, on pourrait dire ça, dans cette science d'après-guerre. Qu'il y a eu effectivement, bon, sur la traduction elle-même, j'ai dit il y avait des problèmes intrinsèques de définition qui ont fait que, affecté d'un déficit de légitimité. Donc de toute façon, c'était un problème. Une période, alors oui, la guerre, hein, plus. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a une rupture d'horizon de rétrospection de la linguistique à ce moment-là? C'était pas de la linguistique, c'est une technologie. Elle est prise dans les technologies. Est-ce que la fin, l'alpac, crée une rupture d'horizon de rétrospection? Là, je ne sais pas très bien. Effectivement, on se déplace. Là, on a quand même toute cette linguistique computationnelle, les grammaires formelles qui viennent là, maintenant, et qui supplantent les néo-bloomfieldiens. Ça, effectivement, est-ce que ça a un déplacement assez important? Que donc, les changements d'organisation qui sont impliqués par l'alpac sont importants, à mon avis, quand même. Est-ce qu'il y a une fin? Alors ça, c'est beaucoup plus problématique. Hein. Que la TA continue, la traduction automatique continue encore aujourd'hui, mais on est dans l'histoire du TAL. Par exemple, on est en histoire du TAL qui continue, qui est vraiment dans la suite de ça, je pense, on va dire que ça soit fini. Cette distinction entre industrie de la langue que fait la PAC et linguistique computationnelle, au fond, pourrait être bénéfique. Simplement, la linguistique computationnelle, elle s'est rechargée de toutes les ambiguïtés de la traduction automatique. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec, par exemple, dans une revue Computational Linguistics, hein, qui a changé de nom en 64. C'était Machine Translation, une revue américaine, elle est devenue Computational Linguistics, mais elle recouvre à peu près exactement la même chose. Il y a dedans la traduction automatique, il y a Information Retrieval, il y a tout ce qu'on appelle traitement automatique des langues maintenant. Hein, c'est-à-dire quelque chose d'assez vaste où la technologie est importante, il ne s'agit pas simplement de grammaire formelle, qui est là. Donc l'ambiguïté de la technologie reste là et est toujours associée à la linguistique computationnelle. Donc on a déplacé les choses, mais à mon avis, on est toujours dans le même problème. Hein, peut-être, on pourrait dire ça. Ces problèmes, comme j'ai dit, les défauts intrinsèques de la traduction automatique sont là. On accepte des erreurs, hein, les erreurs de 15%, 20%, on accepte une technologie imparfaite. On a affaire à des cycles d'oubli et de découverte qui sont de plus en plus rapides quelquefois, jusqu'au moment où même on a des cycles qui se recouvrent. Là, quand j'ai le 23 juin 2009, donc lors du cinquantenaire de la TALA, un Américain a dit, donc un représentant, disons institutionnel du traitement automatique des langues aux États-Unis, a dit en ce moment on est dans la phase de la traduction automatique rule-based, hein, c'est-à-dire sur des règles, c'est-à-dire l'aspect algorithmique. On est dans cette période-là, dominante. Un Allemand qui est aussi spécialiste, enfin, disons, aussi responsable disons, un responsable du traitement automatique des langues au niveau européen, dit on est dans une phase, le courant dominant actuellement, c'est la traduction automatique, sur des bases statistiques. C'est exactement les deux modèles qui s'opposent et qui, effectivement, qui se cyclent, etc. Exactement au même moment, on dit deux choses contraires. Donc les cycles, en plus c'est des cycles, parce qu'on a commenté la traduction automatique qu'on avait dans les années 50 était une traduction automatique, évidemment, fondée sur des règles. Hein, bon. Et les statistiques étant arrivées, il y avait quelques expériences qui étaient fondées sur les statistiques, mais les statistiques ont pu vraiment devenir opérationnelles dans les années 90, hein, au moment où on a pu avoir comme les corpus, hein, au moment où on a eu des ordinateurs suffisamment puissants. Donc là, on se retrouve avec ces deux modèles qui alternent, hein, dominante, on donne l'argent. Alors ça veut dire dominant, ça veut dire qu'on donne de l'argent. Hein, et puis
à un moment donné, on l'enlève, on le donne à l'autre. Et là, on est avec la même chose, même sur le territoire. Bon, et puis il y a aussi l'affaire mondial, évidemment, de cette affaire-là. Bon, je passe. Ouais, je m'arrête là.